merci à tous d'être venus aujourd'hui. Alors, je vais vous parler des exosquelettes et leur utilisation dans la rééducation de la marche, donc du locked-in syndrome. Autant vous dire de suite, je vais en décevoir beaucoup, c'est qu'un locked-in syndrome complet, donc qui n'a qu'une motricité partielle des yeux, ne peut pas à l'heure actuelle marcher avec l'exosquelette du commerce. Il ne peut pas non plus être rééduqué sur les appareils actuels. Pourquoi ? Parce que ce sont des appareils qui ne maintiennent pas la tête, le haut du tronc, même s'il y a un thérapeute extérieur, un kinésithérapeute qui contrôle la machine. Pour l'instant, ce n'est pas encore techniquement faisable. Mais prochainement, soit avec des modifications, des améliorations des appareils elles-mêmes, des machines elles-mêmes, donc avec des systèmes de corset, de maintien, on pourra les utiliser sur des patients comme des locked-in. En revanche, il y a des locked-in incomplets, partiels, ceux qui ont une assez bonne tenue de tête. Déjà là, celui qui a une bonne tenue de tête, il peut, sur certaines machines, en profiter. On peut faire des harnais, il y en a déjà sur certains modèles. Ça peut être fait par un appareilleur. Et à ce moment-là, avec un contrôle extérieur par un tiers, ils peuvent bénéficier de ce type d'appareils de rééducation donc de la marche. Ce sont des appareils de rééducation. Ce n'est pas pour l'instant, il faut avoir ça à l'esprit, quelque chose qui vous permet de marcher chez vous. Donc, de quoi on parle ? On parle d'un robot exosquelette. C'est utilisé en médecine, c'est utilisé aussi par l'armée, et c'est utilisé dans le monde industriel. Il y a des robots, là on parle des exos, mais aussi on confond avec robot. Il y a le robot chirurgical qui guide le geste, il y a le robot rééducatif, on en utilise déjà depuis plusieurs dizaines d'années, essentiellement sur des tapis roulants. Maintenant, on introduit un autre terme, end effector, c'est-à-dire que le pied, non pas marche, mais entraîné par un système à la fin, donc end effector, qui réalise le mouvement, qui fait le mouvement, l'effet du mouvement, est imposé au pied, donc à la jambe. Donc ce n'est pas du tout naturel. Les mouvements sont déclenchés par, a priori, le tronc, le bassin, puis la hanche, alors que là, il y a un mouvement qui est déclenché à la fois par le pied, mais avec maintenant des exosquelettes autour, comme on peut le voir là, autour des jambes. Donc ce n'est pas uniquement quelque chose qui est déclenché par un mouvement de va-et-vient distal, mais aussi il y a un exosquelette extérieur. Puis dans le monde du travail, dans le monde de la vie quotidienne, maintenant ça prend de la place pour soutenir, soulager les efforts, soit des membres inférieurs, parfois même du tronc. Et ça a aussi une implication, là c'est vie quotidienne, c'est pas tout à fait le bon terme, en médecine pour les amputés. Donc il y a des robotisations des prothèses qui deviennent très sophistiquées. On utilise les exosquelettes en rééducation pour essayer d'améliorer le schéma de marche de la personne. Donc ce n'est pas fait pour faire marcher, c'est fait pour améliorer. Ce n'est pas des gens qui ne marchent pas qui vont remarcher, c'est surtout fait pour améliorer, donc mettre dans une situation la plus physiologique possible, la plus naturelle, la qualité de la marche. C'est fait aussi, quand on fait ça, pour verticaliser. C'est un des objectifs. Parce que les gens qui ne peuvent pas marcher seuls avec des cannes, on les verticalise, techniquement parlant, très peu. Puis, on se rend compte qu'en ayant la tâche de la marche assurée de manière automatique par un tiers, c'est-à-dire l'exosquelette, la personne peut faire autre chose. Donc, c'est des exercices en double tâche. Là, on parle de hémiplégique, de tétraparétique. On peut proposer à la personne de faire des exercices avec ses membres supérieurs, de regarder autour, d'autant que la personne se déplace dans l'espace. Donc c'est une situation de déplacement de marche plus physiologique où la personne peut travailler les mouvements de transfert, de poids corporel, que l'on ne fait pas quand on marche quasiment comme un quadrupède avec un déambulateur. Le fait d'être debout, les gens font des exercices inconsciemment de gainage, ils renforcent le muscle du tronc, ce qu'on ne fait pas quand on est comme ça. Et donc ça permet d'avoir aussi un travail sur l'endurance, un travail respiratoire et un travail sur le soutien du rachis. Donc souvent les malades maintenant nous disent j'ai moins mal. Alors ils peuvent avoir des courbatures parce que ça force sur les articulations, mais ils ont moins mal. Donc vous voyez, l'intérêt c'est pas de faire marcher quelqu'un qui ne marche pas. L'intérêt c'est de rééduquer de manière plus globale le corps.
toute pathologie neurologique. Et nous, on commence à voir des gains sur le gain psychologique, c'est évident. Ça, c'est pas à vous que je vais l'expliquer. Et parfois, ce travail peut donner aussi des gains fonctionnels sur la qualité des transferts, moins de chute et augmenter le périmètre de marche. Ça, c'est un exemple d'exosquelette qu'on a à Nîmes. C'est l'exosquelette Atalante de la société Wondercraft. Donc pour l'instant, c'est le seul qui permet à la personne de se déplacer sans que l'on bloque ses bras. Et ce n'est pas uniquement sans que l'on bloque ses bras. C'est-à-dire que la plupart des autres exosquelettes demandent d'avoir des triceps en moins à 3, c'est-à-dire comme le tétra pour les transferts. Donc ça, ce n'est pas donné à tout le monde. Avec ces exos, on peut avoir quelqu'un qui n'est pas capable de faire des transferts, qui peut être par exemple complètement hémiplégique d'un côté. Eh ben, l'hémiplégique sévère, il pourra marcher avec une canne, mais il ne pourra pas marcher avec les exosquelettes qui nécessitent d'avoir 2 bons membres supérieurs. Donc ça, c'est l'avantage. Alors, je l'ai déjà dit un peu, donc je vais me mettre comme ça, c'est mieux. On va aller vite. Il y a l'historique, le stand-up. Je ne vous ai pas mis la photo d'une table de verticalisation. Ça reste dans beaucoup d'endroits le standard de l'AREA, voire de la post-réa. Alors on commence maintenant en post-réa à avoir des systèmes de marche sur tapis, en décharge. Ça peut être sur place avec un tapis. Ça peut être avec un rail en plafond, on les fait marcher avec un harnais. Mais ça reste très, somme toute, très sommaire quand on voit ce qu'on arrive à faire maintenant technologiquement parlant. Alors la base, le classique, ça s'y permet de travailler la trophicité, donc maintenir un minimum de contraintes sur les os, sur le système vasculaire. Ça maintient une certaine souplesse articulaire, et surtout une souplesse articulaire en position debout. Là, les étirements que l'on peut faire en position allongée ou assis, ça ne met pas le corps dans la même situation anatomique. Et ça permet de travailler la sensation des parties de son propre corps, donc la proprioception et le tonus. La marche en décharge, ça c'est déjà différent. C'est-à-dire là, on fait faire un mouvement, ce n'est pas une simple verticalisation. Et là, même chose, c'est les gains classiques, mais en mouvement, en schéma de marche. Et puis, le schéma de marche, vous imaginez quelqu'un qui marche sur place, c'est comme quand on est dans un train. Le train à côté démarre et nous, on a une sensation de mouvement. Alors qu'en fait, c'est pas nous, c'est l'autre qui démarre. Et bien, c'est pareil. Quand on marche sur un tapis roulant, le cerveau ne perçoit pas les mêmes informations que quand on se déplace dans l'espace. On est aidé au niveau postural par le défilement de l'espace autour de nous et par la sensation du mouvement du corps dans l'espace par l'oreille interne. Donc même pour le travail de l'équilibre, il est bien préférable d'avoir une machine qui vous fait marcher dans l'espace qu'une autre machine qui vous fait faire du surplace. Alors quels sont les exosquelettes actuels? Bon, on va commencer par le plus vieux, là, le Lokomat. Alors, Jacques a rappelé mon ancienneté dans le domaine. Le Lokomat a commencé à être produit. Il y en avait 2. Il y avait eux et un concurrent suédois dans les années 90, début des années 90. Donc, quand moi j'ai commencé, j'étais thésé en 90. Donc, vous voyez le système. Mais il n'y avait pas. Là, vous voyez, il y a un exosquelette en plus. C'est-à-dire qu'il y a un exo, des attelles qui font faire le mouvement à la personne. Alors qu'au tout début, ça n'existait pas. Il y avait juste un harnais de décharge de poids et un tapis. Donc ça a évolué. Ce n'est plus un simple tapis de marche en décharge. C'est devenu un système de marche robotisé, mais dite sur place. Et là, il n'y a pas de semelle, on va dire, sous les pieds. Ce n'est pas un end effector. La personne a vraiment un appui sur le tapis qui défile. Ce n'est pas les mêmes sensations que quand on marche sur un système end effector. Je ne sais pas si vous avez compris. Là, vous voyez, ça, ce n'est pas la même chose du tout que ça. Ça, c'est resté le seul système avec amélioration progressive pendant une vingtaine d'années. Ensuite, déjà, il y avait des exosquelettes moins électroniques, on va dire. Il était basé sur des tiges en carbone qui avaient une flexibilité plus ou moins importante. Parfois, il y avait des machines énormes. Vous avez peut-être vu, c'était la NASA ou les armées différentes. C'était des exosquelettes immenses, pas quelque chose de fonctionnel. Il y a eu quelqu'un qui, à Montpellier, a eu une certaine
influence, on va dire. C'était un anatomiste, Pierre Rabichon, qui est un des créateurs de Propara. Il y a eu Jacques Pellissier qui a beaucoup participé aussi à la création de cette structure de rééducation pour blessés médulaires. Il avait imaginé un système dit machine à marcher, mais ça restait quelque chose de trop précaire, pas assez résistant et réservé à quelques-uns. Ça n'a pas pu se faire de manière systématique. Donc les exosquelettes de marche libre, ce sont ceux qui moi, m'intéressent, ce sont ceux qui permettent, voilà, marche libre, qui permettent à la personne de se déplacer dans l'espace. Donc voilà, on passe du fauteuil à la marche libre. Là, on a besoin d'un déambulateur, voire de 2 cannes. Ça, c'est des systèmes comme l'exosquelette exo, qui nécessitent donc d'avoir des triceps à 3 et 2 bras pour se stabiliser. L'Atalante, lui, nécessite, pour des raisons, on va dire, médico-légales de sécurité, d'avoir quelque chose au-dessus qui te maintienne en cas de chute. Ce n'est pas la même chose qu'un système en décharge, c'est-à-dire, ce n'est pas un système qui te soulève pour marcher. C'est l'exosquelette qui fait la décharge, c'est la machine elle-même. Le câble qui est au-dessus, c'est au cas où il y avait une perte d'équilibre. Donc on est obligé, pour des raisons de sécurité, de le faire. Alors ça implique des contraintes non négligeables, parce que s'il y a un câble au-dessus, ben, il faut que le câble se déplace au même niveau que la personne. Et vous voyez l'effet de fléau, si on se déplace et que le câble ne suit pas correctement la personne, il va vous ramener en arrière. Donc soit on a un déambulateur, on appelle Golvo, un équivalent de déambulateur, une potence, et donc il faut quelqu'un qui pousse la potence pour que la marche se fasse de manière fluide. C'est contraignant parce que ça nécessite quelqu'un qui n'est évidemment pas obligatoirement un kiné, mais il faut qu'il y ait une ASH, une aide, un étudiant, quelqu'un qui vienne et qui pousse ce système. C'est un minimum. Ou alors vous avez un rail, comme c'est le cas, mais le rail, pour que justement il ne ramène pas de manière trop puissante la personne à l'arrière ou en avant, il doit être assez haut. Donc vous ne pouvez pas faire ça sur un petit, quand les plafonds ne sont pas assez hauts. Et ensuite, il faut des plafonds particuliers. C'est-à-dire que le rail installé ne se fait pas sur un faux plafond. Donc il y a quelques petites contraintes. On va dire que le Golvo que l'on pousse est le système le plus simple. Quand le malade peut déclencher, comme c'est le cas, vous voyez, il avance la tête, donc c'est la manière de déclencher le mouvement de l'exosquelette, c'est je penche la tête en avant, ça entraîne le haut du corps et ça déclenche la marche. Ça, on penche à gauche, c'est pour tourner à droite. Donc en conjuguant ces mouvements-là, on peut déclencher la marche avant, l'arrière, le surplace ou le virage. Donc c'est quand même intéressant en termes de déplacement. Maintenant, ils ont la possibilité de franchir une marche. C'est-à-dire il faut une marche, un terrain, enfin un plat suffisamment grand pour que l'exo fasse un ou deux pas, et ensuite l'exo peut redescendre de la marche. Et, a priori, les exos tous vont être capables de marcher, de franchir quelques marches assez rapidement. C'est intéressant à travailler, pas tellement pour les obstacles, parce qu'a priori, quelqu'un qui est loctine ou para, il ne va pas avoir 3 marches à franchir chez lui. Donc c'est pas fait pour ça. Si besoin, ça permet de le faire. S'il y a vraiment une marche d'accès à la maison qu'on ne peut pas enlever, ça peut le faire. C'est intéressant. Souvent, les accès d'immeubles, pour des gens qui vivent dans des appartements, il y a tout. Il y a l'ascenseur, il est assez grand, la partie aménagée, mais il y a l'accès de l'immeuble. On ne peut pas faire de rampe, par exemple. Donc, je disais, le soutien avec un câble, on le remplace par un Golvo. Quand la personne elle-même peut déclencher, on n'a besoin que d'une personne. Si c'est un lock-in, si on est dans l'idée que très prochainement on pourra mettre quelqu'un qui n'a pas un bon contrôle de la tête suffisant pour déclencher, il faudra un thérapeute. Donc c'est possible, hein, il y a une manette de contrôle, le thérapeute peut déclencher, il prévient la personne. Et ça doit être normalement soit un kiné, soit un APA. Donc des personnes formées pour l'utilisation, le contrôle de la machine. Et le thérapeute, normalement, peut pas, si on veut le faire correctement, pousser et en même temps contrôler. Donc on est en train d'essayer de trouver un système de contrôle de l'appareil, donc portable, qui n'est pas encore au point, pour que la même personne puisse pousser et contrôler la machine. Parce que s'il faut 2 personnes
tout le temps pour utiliser un appareil, forcément, les équipes, nous, ça a été une première contrainte, c'est oui, mais il y a trop de contraintes de personnel, on n'a pas assez de personnel. Ça devient l'argument. Depuis qu'il y a eu la circulaire fin 2023, dite circulaire Macron, qui a permis un financement, je ne reviens pas sur les modalités, mais en gros, c'est un financement que l'on peut avoir quand on a une qualification de niveau de spécialisation élevé, ces plateaux techniques spécialisés. Quand on a pu l'obtenir, déjà pour l'obtenir, il fallait 1 an, voire plus. Là, on l'obtenait en 1 mois. Donc, on a fait avancer les dossiers de manière, pour tout le monde, hein, dans toute la France, très vite. Et une fois qu'on a cette qualification, on peut être remboursé par la Sécu, par l'ARS, par la Sécu, pardon, de manière beaucoup plus intéressante. Donc, on peut utiliser 2 personnes. On a un remboursement qui permet de faire ce type de soins. Et ce remboursement a été calculé de manière, c'était un système de LOL, à payer par mensualité le remboursement sur 3, 5, 10 ans d'un appareil qui permet de faire ce type de rééducation spécialisée. Avant, on était remboursé a posteriori, c'est-à-dire qu'on achetait à fonds propres, et à la fin de l'année, on vous remboursait en fonction de l'activité que vous avez faite. Là, il y a eu une autorisation qui a été de dire vous vous engagez à faire tant de séances par semaine ou par mois, et nous, on vous donne, là, maintenant, on vous donne tous les mois telle somme, correspondant à tant de séances par semaine, et cette somme permet donc de rembourser le fabricant qui vous a vendu ce type d'appareil. Ça a créé un boom de la technique de rééducation robotisée, parce qu'il n'y a pas que des exosquelettes de marche, il y a des exosquelettes pour le membre supérieur. Tous les systèmes qui rentraient dans ce qu'on appelle l'activité en plateau technique spécialisé ont été boostés par ce dispositif. Donc, on peut imaginer et espérer que dans les 2-3 années qui viennent, à peu près dans tous les gros centres de rééducation, publics et privés en France, on aura des plateaux de rééducation qui permettront une rééducation de la marche dans un contexte plus physiologique et plus intéressant que le simple exosquelette, que les systèmes habituels. Alors, juste une terminologie. Il faut un support, donc c'est du bon sens, un support mécanique, donc c'est le squelette extérieur. Il faut une décharge de poids, donc soit c'est vraiment le système ancien Locomat avec un harnais qui vous soulage, soit c'est le squelette lui-même, qui n'est pas uniquement quelque chose qui produit le mouvement, qui fait avancer la jambe et fait avancer la cuisse, mais qui soutient le corps. Il faut avoir à l'esprit un exosquelette que pour les jambes, ça fait le mouvement de la jambe, mais ça ne maintient pas le corps. Là, ce dont on va parler, ça maintient aussi le corps et surtout, ça le rattrape en cas de perte d'équilibre. Ce que ne font pas les systèmes où on est obligé, pour rattraper les pertes d'équilibre, d'avoir un appui sur les bras. Actuellement, le grand avantage, on vous parle d'IA, il y a des systèmes de capteurs de données. Les systèmes de capteurs de données, ils existent depuis longtemps. Donc des mesures de capteurs de mouvement dans l'espace, des mouvements angulaires, d'activité des muscles, d'activité EMG, voire des capteurs énergétiques, hein, à la limite comme nos iPhones ou les petits systèmes qui mesurent notre fréquence cardiaque. Maintenant, on a aussi, et cela aussi existe depuis un certain temps, des systèmes de rétrocontrôle. C'est-à-dire on peut, en fonction de ce qu'on a mesuré, en termes de vitesse, si telle jambe s'étend un peu trop rapidement par rapport à une cuisse, il va y avoir un système de ralentissement ou de contrôle du muscle qui soutient ce mouvement. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec l'IA maintenant, on peut obtenir un grand coordinateur global beaucoup plus efficient. Avant, c'était telle force induit telle réaction. C'était assez simple. Là, maintenant, en incrémentant l'appareil qu'on a, par exemple, on dit « Monsieur Frédéric Pellas, l'appareil sait que c'est moi dans l'exosquelette, enregistre ma façon de marcher et au fur et à mesure, apprend à marcher, apprend ma façon de marcher, apprend mes boiteries et va pouvoir contrôler mon mouvement en le faisant de manière adaptée à la personne. » C'est-à-dire quelqu'un qui va être raide, spastique d'une jambe, eh ben, le système va s'adapter à cette spasticité. Quelqu'un qui aura une déformation articulaire qui l'empêche de faire le mouvement correctement, le système va s'adapter à cette déformation. C'est-à-dire, on n'aura pas un système de rétrocontrôle fixe qui est le même pour tout le monde, c'est quelque chose qui va s'adapter. Donc ça, c'est essentiel. C'est ce qui fait
que la marche proposée par ces systèmes est plus physiologique, c'est moins robotisé. Et malgré tout, c'est ce qu'on voit, c'est la première impression qu'on a, marche robotisée. Donc voilà, c'est ce que je vous disais, grâce au capteur et à l'IA, la marche va être personnalisée. Elle va être aussi adaptable au progrès, c'est-à-dire que plus tu progresses, plus le contrôle par la machine va être différent. Les exosquelettes, il y a un réglage où l'exosquelette fait tout. C'est la machine qui fait marcher un Loctite qui est complètement paralysé. Mais pour certains Loctite incomplets ou tétra incomplets, au début, les premières séances, c'est la machine qui fait tout. Et au bout d'un certain temps, au bout d'une semaine, 2 semaines, on met assistance 90%. C'est-à-dire que la personne fait 10% entre guillemets de l'effort. Et on peut faire ça jusqu'à assistance 0. C'est-à-dire que vous, on peut vous mettre dans un exosquelette, vous, non Loctite, les personnes non paralysées, on peut les mettre dans un exosquelette ou un hémiplégique. C'est pour ça que c'est intéressant aussi pour les personnes qui ont un déficit partiel. Et à ce moment-là, c'est la personne qui fait l'effort. Même si on est aidé par les moteurs, vous imaginez que ça nécessite quand même un certain travail, une dépense énergétique qui est non négligeable. Même quand la machine fait tout l'effort, imaginez quand on est dans une cuirasse, même si la cuirasse bouge toute seule, nous on aura tendance à résister. Quand même, dans l'exo, on fait quand même un travail postural. Et donc c'est très fatigant. Enfin, c'est très fatigant. C'est fatigant. Donc c'est un bon système de réadaptation cardiovasculaire. Et ça peut se contrôler. On s'adapte au progrès de la personne. Et on s'adapte à l'environnement éventuel. Donc on peut mettre un obstacle. Bon, avec l'évolution technologique, les obstacles seront de plus en plus difficiles à franchir. Et on peut faire la marche en zigzag, on peut faire des demi-tours, ce qui est excellent pour l'équilibre postural. Marcher en ligne droite, ce n'est pas très compliqué. Si on a de l'espace, voire un guidage au sol, même des personnes qui ont des gros troubles de l'équilibre y arrivent. Si on te demande de faire un zigzag, même assez simple, tu fais travailler beaucoup plus complètement ton système postural. Donc ça, on va passer rapidement. Ça, c'est les systèmes anciens. Ça, c'est déjà un peu plus élaboré. C'est une potence, comme je vous disais, Golvo, un harnais de décharge, mais les pieds, c'est à toi de les bouger. Ou alors le kiné, on voit encore maintenant, il y a eu dans le système de Postrea même de Nîmes, on faisait marcher pendant quelques années les personnes comme ça. Alors, elles avaient un déambulateur, et puis il y avait l'élève kiné, le kiné de part et d'autre qui avançait la jambe. Donc, vous voyez... Et ça, par contre, on le fait. Ça, on trouve ça normal de le faire. Par contre, d'acheter une machine qui permet de faire ça de manière beaucoup plus rationnelle, moins fatigante, il y a eu beaucoup de réticences. Et puis, surtout, les phrases, donc ça, c'est pas à vous que je vais dire ça. À quoi ça sert de faire marcher ou de mettre quelqu'un debout puisqu'il ne remarchera jamais? Moi, pendant des années, j'ai tenu ce discours. Et je reconnais que maintenant, probablement grâce à Alice, mais aussi grâce à une histoire personnelle, professionnelle et personnelle, j'ai réalisé que quelqu'un qui ne peut pas marcher, donc qui a un certain nombre de lys incomplets à qui on a proposé l'exo, le simple fait de se voir debout, même si c'est une fois par semaine, toutes les semaines, sur Paris, il y a un des fabricants d'exosquelettes qui a une salle à l'étage et ils sont constitués un espèce de système hybride qui est à la fois un centre d'activité physique et rééducatif, c'est-à-dire qu'il y a un kiné, c'est pas comme ça. Il y a des gens qui viennent, bon, c'est plus des hémiplégiques ou des paraplégiques, c'est pas des Loctite, puisque je vous dis que pour l'instant c'est pas possible. Ils viennent une fois par semaine pour se voir debout. Voilà. Alors nous on dit mais c'est pas fonctionnel peut-être, mais la personne elle est très contente, comme d'autres qui vont en salle de sport faire gonflette, ils sont contents de faire gonflette une fois par semaine, et ben eux, ils se voient marcher, ils sont debout. Le simple fait d'être même sans le côté rééducatif dont je vous ai parlé, qui fait du bien, donc cet aspect psychologique est énorme. Ensuite, il faut quelqu'un à ses côtés. Bon, dans beaucoup de situations de rééducation neurologique, on met rarement quelqu'un, une personne en centre de rééducation hémiplégique, marcher toute seule, sans surveillance, sans rien. Il y a toujours pas très loin un kiné. Donc déjà,
une personne à côté pour une rééducation de la marche dans une structure neurologique, c'est normal. Et ensuite, la phrase terrible, ça va l'empêcher de faire son deuil. C'est-à-dire comme si quelqu'un qui ne marche pas depuis des années n'a pas compris qu'il ne pourra pas remarcher, seul, chez lui. Alors il faut le savoir, il y a des systèmes maintenant, des exosquelettes. Tous les fabricants essayent de mettre au point, puisque la technique évolue rapidement quand même, ce qu'on appelle les exosquelettes personnels. Donc probablement, dans 10 ans, comme vous avez un fauteuil roulant électrique, il y aura des exosquelettes personnels qui permettront de faire se déplacer dans l'espace même des locked-in syndrome, mais il y aura des contraintes qui sont les mêmes pour tous, para, EMI ou locked-in, c'est des contraintes articulaires, des contraintes de déformation ou d'hypertonie. Quelqu'un qui est très spastique, très déformé, donc pas souple du tout, qui va lutter contre les mouvements, ne pourra pas être inclus dans un exosquelette. Mais ce ne sera pas son niveau de faiblesse, ce ne sera pas sa paralysie qui va être limitante. Ça va être des complications du manque de déplacement, de l'alitement, qui seront à l'origine du fait on ne peut pas le mettre dans un exosquelette. C'est-à-dire qu'en fait, si on devait rêver, si on pouvait proposer très rapidement des systèmes, pas que par exosquelette, des systèmes de remise debout les plus rapides possibles, les plus précoces possibles, pour rééduquer dans une bonne condition et faire en sorte, ce qui est le principe de la rééducation, d'avoir de moins en moins de complications à long terme, peut-être qu'on pourrait, après, faire bénéficier beaucoup de personnes d'exo. Ça aura un coût, mais ça sera exo ou fauteuil, comme aux États-Unis, les compagnies d'assurance, qui remboursent les exos personnels. Il y a 3 fabricants qui sont remboursés par les compagnies d'assurance, mais ils ne payent pas l'aménagement de la maison, de la voiture, de l'exo et du fauteuil roulant électrique. Il faut choisir en fonction de ses besoins. Donc la marche libre, je vous ai expliqué, c'est marcher tout seul et pas marcher sur place. Enfin, tout seul dans l'espace, c'est pas marcher sur place. Il y a beaucoup de choses que j'ai déjà dites. Et voilà, ça je vous l'ai dit en introduction, un locked-in complet. Il faudra qu'il y ait un corset cervical ou un maintien cervical, plus un harnais, c'est-à-dire que ce n'est pas que la tête, c'est aussi le haut du tronc. Et le déclenchement de l'exercice doit être fait par un tiers. Donc les seuls, c'est ceux qui permettent la marche libre. Dès qu'il faudra s'appuyer sur une canne, ce n'est pas possible. Alors il y a les systèmes d'autoportée, soit un défector, soit sur tapis locomate. Très souvent, ça nécessite aussi un maintien sur des membres supérieurs, donc non adaptés. Ça, c'est ce que je viens de vous dire aussi. Les exos autoportés de marche libre sont plus possibles, plus adaptables au tableau clinique de Lys. Ça, je vous l'ai dit. Ça, c'est pour vous dire, vous voyez, en l'an 2000, c'était le nombre de publications par an sur ce type d'appareil, donc de rééducation robotisée de la marche. Donc il y en avait, vous voyez, moins de 10, et puis là, on a plusieurs centaines par an de publications. Donc c'est quand même quelque chose maintenant qui a un impact dans la rééducation important. Ça, je vous l'ai déjà dit aussi, ça montre un peu mieux les contraintes des exos avec... donc là, il faut des bons bras, hein. Ce n'est pas juste pour se stabiliser. Et ça, vous voyez, c'est la même boîte qui fait le système, donc c'est la même boîte qui fait ça, et qui fait ça, c'est l'appareil, vous voyez, il est un peu plus, on ne le voit pas bien, mais il est un peu plus imposant, là il y a un harnais, ça c'est l'individuel. Ça c'est l'individuel qui commence à être acheté par quelques-uns aux États-Unis. Mais il faut être para. Et ça c'est les exercices que l'on peut faire, avec, pour ceux qui ont un bon contrôle des membres supérieurs, donc vous voyez la marche en zigzag, s'accroupir, se pencher sur le côté, attraper des objets. Donc c'est quelque chose, c'est pour ça que je vous parlais d'APA, dans une structure de rééducation. Travailler avec un exo en APA, c'est franchement conseillé. C'est-à-dire à partir du moment où il y aura la séance d'APA, activité physique adaptée, quasiment sport, et il y aura la séance purement rééducative. Mais ça a au moins autant d'importance, le travail avec des APA. Donc ça, c'est les modalités pratiques. Ça peut aussi, donc ça c'est la Talente, imposer un contrôle différent par côté. C'est-à-dire un hémiplégique peut être libre d'un côté,
sans aucune assistance et assistance majeure de l'autre côté. Ça, c'est possible, donc c'est pour ça que ça peut être utilisé par des hémiplégiques. Ça, c'est les séjours. On est en train de peaufiner le protocole lui-même, donc c'est évolutif. Alors, 90 minutes de séance par jour, il faut être clair, c'est 80 minutes de rééducation globale. Ce n'est pas 80 minutes de travail en exo. Ça ne dépasse pas les durées de 20-25 minutes. Au bout de 20 minutes, on est crevé. Et vous voyez, c'est 3 jours de rééducation standard, qui peut être sur tapis roulant, qui peut être sur motomède, qui peut être de la balnéo, et 2 jours avec Atalante. On n'arrive pas, dans notre organisation, à proposer une séance tous les jours. Donc il y a des contraintes organisationnelles, ce n'est pas uniquement le coût de l'appareil qui sont limitantes. On s'est rendu compte qu'il vaut mieux des longs séjours, que plus on fait, plus on progresse, ça paraît du bon sens. Et si possible, une rééducation donc intensive. Donc l'idéal, ça serait tous les jours pendant 2 à 3 mois, c'est-à-dire on booste pendant 2 mois quelqu'un, et ça, c'est pas que la phase initiale. Ça peut être quelqu'un qui est à domicile, ça peut être à la phase chronique. Alors, si on a des escarres au point d'appui, non. Si on a une fracture récente, non. Si on a des rétractions, non, ou une spasticité très, 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 très gênante. Si on a des problèmes de contrôle tensionnel, on a une des patientes récemment, dès qu'elle se mettait debout, elle montait à 18-19 de tension, 19-12. C'est par une rééducation. Alors on a commencé à la mettre juste debout, très progressivement, sur 2 semaines, puis à marcher, à piétiner. Et grâce à ça, il y a eu un meilleur contrôle tensionnel cardiovasculaire. Rien que ça, elle disait, moi, quand je me levais, parce que c'était quelqu'un qui marchait avec un déambulateur très difficilement, c'est une sclérose en plaques, ben maintenant, les levées debout, les transferts se font sans ces épisodes orthostatiques, et on peut penser qu'avec le temps, ils se seraient aggravés. Et ensuite, évidemment, les troubles cognitifs des personnes qui ne peuvent pas suivre les consignes. Ensuite, c'est une évidence, il ne faut pas peser plus de 100 kg, il ne faut pas dépasser, je crois, 1m90, voilà. Donc il y a des contraintes morphologiques à respecter. Bon, ça, c'est un système qui est un peu... Il y a un rail, en même temps, il y a un exo, mais ce n'est pas un rail, vous voyez, c'est 4 sangles au lieu d'une. Ce qui permet d'avoir moins de balancement du corps dans l'espace. Il y a des petites idées comme ça qui viennent, sauf que c'est en centre de rééducation, et c'est à Turin, il y a un seul exemplaire. Donc, j'avais fait ça parce que c'était un cours en Italie, ça leur faisait plaisir, donc je leur ai montré. Ça, c'est le futur éventuel. C'est quoi un exo? C'est qu'un appareil de rééducation, ça peut être une aide technique à la locomotion. Les aides techniques à la locomotion, c'est le fauteuil, c'est la canne, c'est le déambulateur. Donc les exos personnels, ceux qui seront vraiment faits pour la maison, rentreront dans cette case. Et là, il y a un vaste champ à explorer, de savoir quel est le système. Est-ce que c'est des cannes particulières? Est-ce que c'est un déambulateur qui se transforme en fauteuil roulant? Ou un exosquelette personnel. Donc ça, c'est quelques références pour ceux qui voudront ou qui s'y intéressent. Et voilà, à la maison, c'est quoi? C'est le travail rééducatif. C'est-à-dire, il y en a beaucoup peut-être qui ont un motomède, beaucoup de scléroses en plaques ont un motomède. C'est un appareil qui a un coût, il faudrait rendre ce coût un peu plus abordable. Mais à la maison, avoir un système qui vous permette de travailler chez vous. Et à l'avenir, peut-être des exos individuels. Voilà, ça c'est les aides techniques à la locomotion un peu sophistiquées. Vous voyez le système, la personne est assise, il y a un piston, un système d'auto-élévation, ce n'est pas un moteur électrique, et ensuite elle peut se déplacer voilà, plus facilement chez elle. Voilà. Elle peut travailler la marche, l'équilibre, et ensuite se rasseoir. Ça, c'est l'avenir. Hein. Ça va des interfaces cerveau-machine, le travail en réalité virtuelle, c'est-à-dire qu'on peut faire travailler les déplacements dans l'espace ou la tenue debout grâce à des systèmes qui vous maintiennent debout et qui vous font travailler ensuite le membre sup. Et l'IA qui fera avancer l'optimisation de l'autocontrôle vis-à-vis en rapport avec la personne elle-même. Voilà, je crois qu'on a fini.